Parce que les gens peuvent faire des erreurs, ça arrive. Mais ça arrive qu'on débunk des posts, en fait, c'est la personne, elle a écrit quelque chose qui était pas vrai ou pas totalement vrai ou quoi, mais c'était pas malveillant, enfin, c'était pas volontaire. Ça arrive, quoi. Hmm. Mais la plupart, enfin, de ceux qu'on a débunker, c'est quand même assez systématique, quoi. Bienvenue sur Terra Incognita, le podcast qui explore et explique la complexité du monde. Salut à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous accueillir sur ce 4e épisode de Terra Incognita, un podcast dans l'univers de Terra Typique avec lequel je vous propose de voyager ensemble à la découverte de concepts peu ou mal explorés dans notre paysage médiatique. Après quelques temps durant lesquels je ne vous ai pas proposé de nouvel épisode, me voici de retour avec un sujet vaste et d'actualité qui, j'en suis sûr, risque de vous parler. Parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder l'un des plus grands fléaux des médias de maintenant. Parce qu'aujourd'hui, ce sont les fake news, les apocryphes, les citations pseudo-inspirantes basées sur des origines douteuses et autres absurdités d'Internet dont nous allons discuter. Longtemps, j'ai cru, naïf que je suis, en l'impartialité des médias et des journalistes, voyant ce corps de métier comme vêtu d'un manteau d'éthique qu'aucune corruption ne viendrait ternir. Mais ça, c'était avant. Depuis, j'ai bien compris que les intérêts de quelques personnes fortunées et propriétaires des canaux de diffusion venaient orienter les discours et les sujets mis sur le devant de la scène. Avec la démocratisation des réseaux sociaux, plateforme où chaque personne peut porter sa voix, ses pensées, ses croyances et ses valeurs dans l'espace public, nous avons aussi vu fleurir une myriade de mouvances pseudo-inspirationnelles, pseudo-scientifiques ou pseudo-sociologiques sur ce terrain qui, pour beaucoup aujourd'hui, représente la majorité du temps passé chaque jour. Et, on ne va pas se mentir, des gens confiants, pour ne pas dire crédules, comme moi, peuvent rapidement tomber dans le panneau de ces informations biaisées. Que l'on soit bien d'accord, je ne cherche pas à bâillonner la liberté d'expression. Je souhaite cependant que justesse, rigueur, vérité et nuance deviennent les maîtres mots de la communication publique. Si j'affirme quelque chose, il me semble indispensable de préciser les sources ou, s'il s'agit d'un avis personnel, de le spécifier en tant que tel en argumentant ma position. Non de faire passer mon avis, basé sur mon socle référentiel, comme une vérité universelle et incontestable. Personnellement, j'adore apprendre. Alors quand je découvre un concept, une anecdote, une étude qui m'intéresse, je suis tout content de découvrir une nouvelle chose. Mais si, une fois sur deux, c'est du bullshit, ça commence à devenir lassant. Dans mes pérégrinations linkediniennes, j'ai croisé la route d'un collectif pour le moins unique en son genre. Un groupe de personnes qui, tels les justiciers et justicières de la vérité et du sourcing, viennent commenter ou republier des posts, sources à l'appui, pour aider à muscler l'esprit critique des personnes qui lisent ces contenus. Par préservation personnelle, la plupart des membres souhaitent rester dans l'anonymat afin de ne pas mettre en péril leur identité professionnelle en étant harcelés par les personnes dont ils ont débunké des contenus. Mais aujourd'hui, la coprésidente de l'association me fait l'honneur incommensurable de venir à la barre de l'expédition Terra Incognita pour nous parler du projet, du fonctionnement et des valeurs de C'est vrai ça. J'ai l'immense honneur d'accueillir Véronique, engagée, militante et représentante de l'association. Bonjour Véronique, comment vas-tu? Bonjour Florian, mais écoute, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast. Et écoute, je vais très bien. Donc, je suis ravie de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui de fake news et de c'est vrai ça. Super. Est-ce que tu pourrais nous parler, nous présenter en quelques minutes le projet C'est vrai ça? Qu'est-ce que vous faites? Comment tu pourrais résumer cette immense croisade dans laquelle vous vous êtes lancé? Alors, en fait, c'est un collectif qui est en évolution permanente. En fait, ça a été créé il y a maintenant 3 ans. Et le but était d'essayer de pas laisser les fake news, les informations bizarres ou fausses se répandre sur LinkedIn, hein, parce qu'on est que sur LinkedIn, sans qu'il n'y ait de critique ou d'opposition.
quand les choses étaient fausses. Du coup, en fait, au début, c'était un collectif c'est Sylvain Tillon qui l'a créé avec un ami à lui, Guy Nagel, qui était avocat. Et petit à petit, le collectif s'est agrandi. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait énormément de fake news et du coup, d'autres personnes sont rentrées dans le collectif. Et petit à petit, en fait, ça a pris de l'ampleur. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes étaient intéressées par la vérification de faits sur LinkedIn. Et du coup, voilà, ça a pris de l'ampleur. Et en fait, quand je dis un collectif qui évolue en permanence, c'est que en fait, il y a des gens qui arrivent par vagues, il y a des gens qui partent, d'autres qui arrivent, mais globalement, c'est une structure qui grossit, voilà. Et il y a de plus en plus d'activités, on est de plus en plus suivis. Donc, ça prend de l'ampleur. On est suivi par aujourd'hui plus de 100 000 personnes. On est nous-mêmes surpris du succès de C'est vrai ça. Donc, voilà. En tout cas, pour la petite histoire en résumé et le collectif. Voilà. Ok. Et alors toi, qu'est-ce qui t'a amené à intégrer ce collectif? Quelles sont les valeurs qui ont été mobilisées à un moment où tu t'es dit, j'ai vraiment envie de participer à ce travail bénévole, hein, parce que c'est un travail et Mm, c'est bénévole, mm. de remettre un petit peu l'église au centre du village, de remettre la vérité là où elle est très souvent foulée du pied. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, en fait, moi, j'avais juste remarqué que euh, il y a- parfois sur LinkedIn, parce que j'y allais souvent pour m'informer, pour chercher des contacts professionnels. Donc c'est un réseau social que j'apprécie. Et en fait, c'est pas du tout des histoires de valeur enfin, de mon côté, mais j'ai remarqué qu'il y avait certaines personnes. Enfin, là, j'ai un exemple, par exemple, il y avait un pédiatre qui était une pointure, un professeur de nutrition, parce que moi je suis dans le domaine de la nutrition, et donc un pédiatre nutritionniste qui régulièrement intervenait dans des conversations en disant, qui parlait de la consommation de viande chez les enfants et qui disait il faut absolument, c'est une catastrophe cette tendance sur l'écologie et le végétarisme. Il faut absolument donner deux portions de viande par jour aux enfants. Dans mon cabinet, je vois des tas d'enfants qui sont carencés en fer. C'est une catastrophe, voilà. Et en fait, j'étais étonnée parce que je me disais, mais en fait, c'est pas du tout ce que montre bah, la littérature scientifique et même les recommandations officielles. Enfin, c'était en décalage total et j'étais quand même intriguée parce que je me disais, ce type est quand même une pointure, c'est un professeur. Mm. Et donc, souvent, je lui ai demandé sur quoi il se basait, en fait. Je suis intervenue pour lui demander ses sources, quoi. Et en fait, je me rendais compte qu'il ne les donnait jamais. Et son argument, c'était, bah, écoutez, je suis professeur, moi, je vois des enfants, je sais de quoi je parle, et à la limite, moi, je suis dans la vérité, puisque c'est ce que je constate tous les jours. Et son argumentation n'était appuyée par aucune étude. Et alors que je lui ai demandé chaque fois des sources, voilà, qui appuient en tout cas son observation. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça me mettait dans un état de stress. Enfin, ça me, j'y pensais la nuit. Je me disais, mais comment il ose, quoi. Et j'ai trouvé ça dommage que personne autre que moi j'avais pas trop de crédibilité, mais que personne autre que moi intervienne dans la conversation, quoi. Parce que je pense que les gens se disaient, voilà,
c'est l'autorité. Ce type est un scientifique. Et donc, j'avais remarqué que voilà, ce type était un peu, avait quand même je m'étais un peu renseigné sur lui. Je voyais qu'il était bon dans des proche des agriculteurs. Enfin bon, je sais qu'il avait été quand même pas mal critiqué, mais en même temps, c'était quelqu'un qui intervenait beaucoup dans la presse. Bon, enfin voilà. Donc, ce truc, je me suis rendu compte que j'ai pris conscience qu'en fait, le mensonge, ou enfin, en tout cas, l'information qui est fausse ou biaisée ou un peu tordue, me, 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 me mettait dans des états de rage un peu. Et donc, c'est pas vraiment des valeurs, mais je me suis rendu compte que ça me mobilisait beaucoup. Voilà, parce que je me mettais à chercher plein de trucs et tout. Et, euh, et par ailleurs, j'avais dans ma famille des gens qui étaient en train d'évoluer vers l'extrême droite. Hein, et chaque fois, je me disais, mais pourquoi? Enfin, je demandais, notamment à un neveu, et je demandais à sa mère, mais c'est quoi les arguments? Parce qu'elle, ça le faisait douter sur finalement, est-ce qu'on s'est pas trompé? Est-ce qu'on n'est pas submergé par l'immigration? Et donc, à- à- je leur demandais c'est quoi vos sources, quoi, sur quoi vous vous basez pour vous dire ça? Et en fait, donc, on me transmettait des liens vers des articles disant, des vidéos, des trucs qui disaient que il y avait effectivement des étudiants qui faisaient la prière dans les couloirs de l'université, que les écoles acceptaient que leurs enfants puissent faire la prière dans les locaux, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que chaque fois, la base de la source de l'information, c'était des fake news, ça venait de nulle part. Et puis, des fois, c'était des informations qui avaient été débunkées. Enfin, en Mm. tout cas, tout ça j'ai senti que j'avais vraiment une envie de dire non, mais c'est faux, quoi. De pouvoir argumenter. Et en fait, ce que je me rendais compte, c'est aussi que j'avais besoin d'aller chercher des infos, de regarder, de trouver des preuves que non. Et en fait, quand j'ai vu passer le collectif, c'est vrai, ça, je ne le connaissais pas très bien, mais je suivais un peu, j'ai vu voilà, qu'il intervenait, mais je le suivais pas plus que ça. Mais à un moment donné, il a fait des appels en disant est-ce que on a besoin de renforts, est-ce que ça, voilà, on cherche on cherche des bénévoles pour nous aider. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est un truc qui te parle complètement, quoi. Donc, Ouais. je me suis dit, c'était une évidence. Au début, je me suis dit, non, n'y va pas parce que ça va te absorber à 100%, être, tu vas être emporté dans le truc parce que je voyais l'état dans lequel ça me mettait. Mais au début, j'ai dit non, je le fais pas pour me protéger. Mhm. Et en fait, après, j'ai dit non, mais si, j'ai trop envie. Et puis, j'y suis allée et puis ça m'a trop plu. Ouais, ça correspondait bien à ton mode de fonctionnement et à Ouais, ton identité. Ouais. Après, tu ouais. vois, tu dis que c'est pas une question de valeur, mais que c'est plutôt une question d'émotions qui t'ont traversé quand tu t'es retrouvé face à ces situations avec notamment ce fameux pédiatre dont personne ne venait contester la parole. Mm. Moi, je pense quand même que si il y a eu réaction émotionnelle comme ça, c'est que ça venait heurter tes valeurs principales, hein, la conception que tu avais de, de ton métier, notamment, hein, de l'éthique, Oui. de la déontologie Mm. de ton corps de métier. Donc, Oui. je comprends tout à fait. Et comme quoi, c'est pas forcément les gens qui ont pignon sur rue qui véhicule une vraie parole, une parole juste en tout cas, et sourcée. Moi, je l'ai rencontré dans beaucoup de domaines, hein, vraiment dans beaucoup de domaines sur LinkedIn, sur Internet de manière générale, mais dans la vie de tous les jours, et on le voit encore hein, dans les médias traditionnels, sur les plateaux télé. Euh, Hier, il y a eu une histoire qui est passée comme ça, là, sur le procès Sarkozy. Mhm. Avec son fils qui est venu témoigner dans un débat sur la culpabilité ou non de son père. Enfin, c'était mais complètement lunaire comme situation. Voilà, moi je trouve ça hyper intéressant parce que bah,
Comme toi, je me heurte souvent à des personnes qui ont euh, la légitimité institutionnelle Mhm. et sociale par le petit diplôme qui sont docteurs en ceci, professeurs en cela, et qui hiérarchisent les avis et les conceptions des gens par rapport à ce sentiment de toute puissance Mhm. qu'elles ont parce qu'elles ont été reconnues ou parce qu'elles bossent depuis 30 ans dans tel domaine. Et c'est vrai que des fois c'est hyper lourd. Bah, tu Oui. sais plus trop comment réagir, comment argumenter. Et moi, j'aime beaucoup cette démarche de C'est vrai ça, de venir Mhm. vraiment alimenter avec des sources, des liens, et venir montrer en quoi c'est faux ou c'est vrai, d'ailleurs. Ouais. Mais je trouve que, comment dire, en général, nous, on se fie aux experts. Enfin, c'est quand même on considère à partir du moment où quelqu'un est expert, c'est qu'il connaît quand même son domaine. Mais par exemple, dans l'exemple de ce pédiatre, ce qui m'étonnait, c'est que ce qu'il disait était en contradiction, était en décalage avec ce qu'on entend et même ce qu'on entend de manière officielle, c'est-à-dire des recommandations officielles. Donc lui, il arrive avec un avis qui diffère, qui tranche, qui est même en contradiction avec ce qu'on entend, mais sans en apporter, sans introduire le truc en disant voilà, on nous recommande ça, moi je vois pas ça, enfin je suis pas d'accord avec ça, mais je n'explique pas. C'était ça qui était insupportable, c'est que je n'explique pas, je n'argumente pas, j'essaie pas de vous convaincre de l'intérêt de mon analyse. Non, c'est juste, je balance. Et c'était ça, moi, qui m'insupportait, quoi. Parce que on considère quand même, enfin moi en tout cas, je considère qu'un expert, il est fiable, mais s'il arrive avec un truc qui tranche, bah, il faut qu'il explique, et qu'il soit un peu pédagogique en fait, hein, juste ça, qu'il apporte des arguments construits, enfin je sais pas. Mais je suis plutôt, j'ai plutôt tendance à respecter les spécialistes, quoi. Même s'ils ils sont pas, ils peuvent faire des erreurs, mais si c'est dans leur domaine, j'ai tendance à respecter, quoi. Bah, je suis assez d'accord avec toi. Après, je me rends compte aussi de plus en plus euh, que, qu'il y a des personnes qui sont étiquetées spécialistes par leur qualification, par leur parcours, mais qui ont des intérêts personnels d'en véhiculer telle ou telle information. Et c'est là que ça devient dangereux selon moi parce que c'est plus au bénéfice de la personne qui écoute l'information qui est apportée, mais c'est de la manipulation au bénéfice de la personne qui fait passer l'information parce qu'elle a des intérêts avec tel ou tel. En fait, tu parles de conflit d'intérêts. Ouais, 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 ouais. C'est ça. Oui, c'est-à-dire des experts qui ne sont pas transparents sur leur conflit d'intérêts et qui du coup affirment des choses sans le dire, sans dire qu'ils ont des liens avec. C'est ça dont tu parles. Et Ouais, ouais. effectivement, c'est un, c'est un vrai sujet. En même temps, par exemple, je sais pas si des fois tu regardes quand tu regardes des publications, maintenant il y a quand même une obligation de déclarer ces conflits d'intérêts. De toute étude, les auteurs doivent dire quels sont leurs conflits d'intérêts, tout ce qui est en lien avec le sujet de l'étude, quoi. Donc ça quand même ça s'améliore et on peut quand même arriver à cerner, oui, à évaluer la crédibilité de quelqu'un quand il affirme quelque chose. Enfin, globalement, quoi. Des fois, il faut un peu fouiner, mais il faut un peu fouiller, mais on arrive, hein. Non? Tu trouves, t'es pas d'accord avec moi?
Si, alors je suis assez optimiste et je me dis que les évolutions réglementaires et légales autour de ça vont tendre à ce que on puisse de plus en plus détecter ou attendre une transparence sur ces questions de conflit d'intérêts. Après, comment définit-on du coup le conflit d'intérêts? Il y a des personnes pour qui c'est pas forcément un conflit d'intérêts parce que ce qu'elles vont dire, c'est l'essence même de leur propre business. C'est pas parce qu'elles sont Ah oui, subventionnées ou payées euh, par une entité différente, mais parce qu'elles ont leur intérêt personnel, leur d'accord, business, d'accord, et qu'elles vont orienter la pensée et le débat ou le non-débat public autour de leur conception. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. En fait, tu parles d'influenceurs, de gens qui Ouais. ont un... C'est ça, plutôt Ouais. d'influenceurs. C'est vrai que moi, je pensais expert scientifique, universitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est validé par les pairs. Ouais. Mais là, tu parles d'influence sur LinkedIn, c'est-à-dire par exemple, de personnes qui ont, je sais pas, sont dans le coaching de CEO, ça c'est le truc classique, et qui vont, qui sont un peu spécialisés sur certaines approches et qui vont du coup, oui, qui parlent comme si ils étaient, ils avaient ils étaient diplômés ou Ouais. ou des voilà, comme On s'ils voit, ça se voit maîtrisaient énormément un dans la sujet. nutrition d'ailleurs, hein. Il y a Oui, beaucoup de coachs en nutrition oui, qui ont des discours qui, oui, oui, à mon d'accord. avis, d'un point de vue santé et sociétal et politique, sont très très dangereux, Ouais. quoi. Oui, c'est vrai que moi j'appelle pas ça des experts. Euh, c'est pour ça que Oui, oui. Non, non, oui, oui. Les influenceurs qui délivrent des informations en nutrition, hein, en santé, mais sans mettre tout de suite en avant que en fait ils ont un business. C'est clair que c'est problématique, surtout que effectivement il y en a, ça quand même arrive extrêmement souvent. D'ailleurs, c'est étonnant. Ils sont pas, ils sont jamais diététiciens, nutritionnistes ou médecins. Et c'est quand même étrange parce que un diététicien pourrait devenir influenceur et coach. Enfin, je veux dire pourquoi pas. Mais bon, il a une certaine crédibilité. Mais c'est vrai que c'est étonnant le nombre de oui, d'influenceurs spécialisés qui délivrent des informations qui sont enfin parfois intéressantes, mais sans aucun garde-fou. Oui, un peu comme des solutions magiques ou comme qui sont souvent en contradiction avec ce qu'on sait ou alors très peu argumentées. Parce que souvent, il y a un peu de vrai. Je sais pas, par exemple, le Mm. régime cétogène. C'est un peu la grande mode en ce moment, c'est-à-dire revenir, arrêter avec le végétarisme, le truc de végétaliser L'alimentation. l'alimentation, on en a ras-le-bol. En fait, on se rend compte que quand on mange moins de viande, ben en fait, il y a des problèmes de testostérone, il y a des problèmes hormonaux, et alors qu'en fait, quand on se remet à manger du beurre, de la viande, en fait, tous les aliments qui étaient diabolisés dans les recommandations nutritionnelles. Donc il faut se remettre à manger de la viande, du beurre, des œufs, du lard, et qu'en fait, c'est ce qui fait finalement d'abord qu'on maigrit et en plus qu'on est en meilleure santé physique, mentale. Et ce truc-là, ça part oui, de certaines informations qui, c'est vrai, en fait, on se rend compte, on sait aujourd'hui que comme trop de glucides, en gros, ça contribue plus à la prise de poids que les graisses. Mais de là à conseiller à tout le monde de passer au régime cétogène, c'est-à-dire essentiellement des graisses, hein, et c'est excessif, quoi. Enfin, je veux dire, même si oui, c'est vrai, ça fait maigrir, mais c'est pas un coach qui doit amener à mettre en place une alimentation comme ça. Il vaut mieux être accompagné. Il faut faire ça bien. Enfin, c'est assez complexe.
pour pas être carencé, voilà, pour pas avoir augmenter ses risques de maladies Mm. cardiovasculaires. Enfin, voilà, tout ça et c'est vrai que là, on voit énormément de gens qui balancent un peu dans un truc provocateur, de dire on est en rupture, quoi, euh, et, et qui font, à mon avis, prendre quand même des risques aux gens, quoi. Parce que si l'approche elle est par la minceur et le bien-être, les gens se disent ah ouais mais moi j'ai envie d'être mince et bien dans ma tête et dans mes muscles, je vais tester ça et je pense que c'est dangereux. Ouais. Ouais, et puis moi je trouve que c'est très très généralisant ces manières de faire et de concevoir, et que quelque part ça tend à lisser et à normaliser euh, l'audience de la personne ou les réponses à des besoins, en oubliant les spécificités et les particularités de chaque individu. Venir dire Exactement. oui, ça c'est la solution miracle pour tout le monde. Ben non, parce qu'il n'y a pas d'approche un petit peu holistique et personnalisée de ce que tu es, de ce dont tu as réellement besoin, de quelles sont tes limites, tes capacités, etc. Et là, c'est dangereux aussi. C'est dangereux, les Ouais. sociétés normalisantes. Moi, ça me fait de plus en plus peur, hein. Ouais. Mais c'est marrant parce que souvent, ils prennent des exemples, enfin, ils le présentent pas comme une solution miracle, ils le laissent comprendre. Donc, ils parlent d'expériences de gens qui ont fait ça, qui ont perdu machin, mais sans jamais dire faites ça. Mais au final, bah, je pense que c'est ce qui fait que les gens like, c'est que ça les tente, quoi. Mais enfin bon, oui, non, mais je trouve que c'est assez inquiétant cette multiplication des coachs nutrition là. Et je pense que ça doit marcher parce qu'il y en a de plus en plus et à mon avis, c'est pas un hasard quoi. Je pense Mm. que ça, que ça marche quoi. Et est-ce que ça vient pas combler quelque part un manque d'éducation et de solutions apportées par notre société? C'est-à-dire que si ça marche, c'est qu'il y a de la demande, et la demande, elle n'est pas forcément et systématiquement créée artificiellement par ces postes et cette communication marketing qu'il y a autour. C'est qu'il y a aussi pas mal de personnes qui se sentent dans l'exemple de la nutrition, en souffrance dans leur corps, dans leur esprit, par rapport à l'image qu'elles ont d'elles, etc. Et à part enfin, sur les réseaux sociaux surtout, à part ces réponses-là d'experts autoproclamés et de coachs un petit peu tendancieux, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Et, et- Non, mais je crois qu'en fait, le truc, c'est que maigrir, c'est difficile, c'est sûr. Tout le monde le sait. Euh, et le truc, c'est que ce qui est un peu malsain, un peu pervers de la part de ces coachs, c'est que le discours, c'est souvent oublier tout ce qu'on vous a dit, parce que regardez, toutes les recommandations, oubliez parce que vous voyez bien, vous galérez pour maigrir. Et en fait, tout ça, c'est parce que on vous ment depuis le début. Non, mais il y a ce sous-entendu, on vous dit, ça c'est un truc qui revient tout le temps, on vous dit de manger des glucides au petit déjeuner, d'avoir une alimentation base de glucides, mais regardez, vous n'arrivez pas à perdre du poids. Mais c'est parce qu'en fait, ces recommandations, c'est n'importe quoi. En fait, et ça c'est complotiste, hein. Si on revient au bon sens, vous aimez la viande, mangez de la viande. Vous aimez le beurre, mangez du beurre. Finalement, allez vers ce qui est bon et voilà, suivez votre instinct. Et finalement, c'est ça, votre corps sait quoi. Et bon, c'est des conneries parce que c'est vachement plus complexe que ça. Enfin, je veux dire, c'est ça, c'est la simplification du discours, hein. Vraiment, hein, c'est Mm. très fort hein, chez les coachs et aussi ce truc de
voilà, le programme nutrition santé, là, manger 5 fruits, 5 légumes, tout ça, oubliez, on vous dit de manger des yaourts alors qu'on sait très bien que les yaourts, c'est plein de, c'est ultra transformé, on vous dit de manger du pain, mais en fait le pain, ça fait des pics de glycémie, ça vous fait grossir, bon voilà, et donc moi c'est ça que je trouve, je pense que ben oui, je pense que ça vient accrocher tous les gens qui galèrent depuis des années avec leur poids et Mm. qui trouvent pas de solution. Mais c'est vrai que en fait, c'est complexe. La nutrition, c'est chaque personne est différente. Et puis on vit, on peut pas, voilà, manger de la viande et du porc, c'est absurde. Vu le contexte écologique, enfin voilà, c'est tout ça. Il y a rien qui est simple, mais c'est des histoires d'équilibre, quoi. Bah, Ils apportent une vision très simpliste de la santé et de la nutrition. tout sujet, de toute façon, est éminemment complexe et nuancé. Et moi, ce que je constate à mon échelle, c'est quand même une montée des extrêmes. Alors, on ne parle pas que de politique, hein, mais de pensée extrême aussi, justement parce qu'il y a un espèce de rejet de la part du plus grand nombre d'accepter ces complexités et ces nuances qu'il faut prendre en considération pour traiter de tel ou tel sujet. Et le discours qui à la fois se targue d'être disruptif en disant oui, je vais te montrer quelque chose que personne ne t'a jamais dit. Mm, Voilà, moi j'ai découvert le secret, le saint Graal de tel sujet. Mais en plus, qui vient te dire, et tu vas voir, c'est pas compliqué. Bah ouais, ouais, ça donne envie. Le cerveau humain, il, ouais, il, il ouais, est, euh, il est constitué pour fonctionner de manière un peu fainéante en économie d'énergie. Et quand on te promet un truc nouveau, révolutionnaire et en plus simple, mm, bah, tu as envie d'y aller et tu as ouais, envie d'y ouais. croire. T'as envie de tester, en tout cas, t'as envie de, Ouais. ouais, 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 ouais. Non, mais je pense que c'est sûr qu'on est dans une période où on sent que, bah, en fait, je pense qu'on a tous conscience que le monde est complexe, n'est pas, rien n'est intuitif. En fait, il y a plein de choses qui sont pas intuitives et puis il y a l'impression que on n'a plus de maîtrise. En fait, je pense qu'il y a, enfin, bon, moi, c'est la sensation que j'ai que le monde, voilà, on a énormément d'informations, on sait que tout est compliqué, rien n'est simple et du coup, ces discours sont très attirants, enfin rassurants. C'est comme le Covid, on comprenait pas ce qui se passait et les gens ont été vers des discours très simples, voilà, des explications très simples qui leur permettaient de reprendre un peu le contrôle, en l'impression de contrôler, de refuser le vaccin, refuser le masque ou dire qu'on nous manque, qu'il y a un complot, c'est peut-être finalement c'est quelque chose c'est une grille de lecture un peu qui peut être rassurante et même si elle est totalement fausse. Mais voilà, non, mais c'est vrai que je pense que les gens la complexité, ça les angoisse. Enfin, je sais pas, hein. C'est l'impression que j'ai. Bah, je pense qu'il y a certains profils psychologiques qui aiment la complexité, qui vont chercher la complexité, parfois même trop, là, là où certaines choses peuvent être simples. Mais j'ai l'impression aussi que de manière générale, on vient rejeter, et sociétalement, hein, on vient rejeter la complexité au bénéfice de choses simplistes, et ça donne des biais cognitifs, des biais de communication absolument effarants et délétères, hein, pour l'avancée de nos sociétés, pour ce qui va se passer de demain. Mm, On le voit aujourd'hui, hein, tu parlais tout à l'heure de crise environnementale, mais les crises politiques sont là aussi, les crises mm, énergétiques, euh, et tout ça, ça fait vraiment le jeu, je pense, de la montée des pensées extrémistes, mm. quelles qu'elles soient, hein, quels que soient Ouais, les extrêmes, simplifier à outrance des situations dans lesquelles tout
au final n'est que nuances et subtilités, quand tu viens Mm. les simplifier de la sorte, bah, tu favorises des discours dangereux. Oui, oui. Oui, et qui trouve beaucoup d'écho chez les gens. Moi, je suis étonnée de voir même autour de moi des gens très intelligents avoir des discours complotistes. Enfin, bon, enfin, je pense qu'on l'a tous remarqué, hein. C'est pas une histoire d'intelligence en plus. C'est ça qui est fou. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui m'échappe. Hein, mais le fait de ne pas avoir envie de vérité. Enfin, moi, je sais pas. Je trouve ça intéressant de savoir qu'est-ce que c'est la vérité. Bon, il n'y a pas de vérité unique, mais en tout cas d'être dans le réel m'intéresse beaucoup plus. Je trouve ça plus intéressant que d'avoir quelque chose qui m'arrange, quoi. Euh, Après, oui, peut-être, du coup, c'est peut-être plus angoissant. Mais en tout cas, Et, je suis étonnée ouais, bah, c'est dans la nature humaine un peu, mais c'est vrai que là, il y a une accélération assez importante, quoi. bah, oui, c'est dans la nature humaine parce que, enfin, je te rejoins tout à fait là-dessus. En fait, c'est le principe du traumatisme. Le traumatisme, c'est quand une réalité vient déchirer le voile de croyances et de représentations que tu t'étais faite, que Mm, tu t'étais construite. mm, Et aujourd'hui, ben, on le voit, c'est tellement complexe et puis on cherche tellement à nous simplifier l'accès à certaines connaissances, certaines compréhensions, que quand tu te retrouves face à cette complexité, qui souvent est dérangeante, violente, perturbante, ben, ça peut venir déclencher une réaction traumatique chez toi. Et ton cerveau, il est là pour éviter ça. mm, Il veut pas que tu sois traumatisé, ton cerveau. Son job, c'est de te protéger de ça. Donc, mm, quand d'un côté, il y a ben, écoute, va vers la vérité ou la réalité ou toute la complexité, au risque bah, de te sentir mal, d'être stressé, d'être pessimiste, voire d'avoir un épisode dépressif lié à ça. Ou alors, va écouter telle personne qui dit de la merde, mais de la merde rassurante. mm. Bah, ton cerveau, il a envie d'y aller. Et comme tu le dis, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou Mm. non de la personne. C'est un mécanisme de protection. Et je pense que les extrêmes jouent beaucoup sur ce mécanisme-là, Mm. bah, pour avoir une masse de personnes qui les suivent et qui valident leur discours. Et- non, non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est un problème parce que ce mécanisme humain, oui, certains en usent pour arriver à leur fin. Enfin, les discours d'extrême droite surfent beaucoup sur ce truc-là. Après, peut-être pas que l'extrême droite, mais l'extrême droite est quand même à la source de plus de fake news que l'extrême gauche, par exemple, me semble-t-il. Alors après, comme on nous accuse d'être d'extrême gauche, enfin des fois aussi, pas que d'extrême gauche, mais euh, je le dis, mais c'est assez objectif. Enfin, la plupart des posts qui vraiment délivrent des informations qui sont très critiquables ou bancales ou fausses, ça vient souvent de l'extrême droite. Bah, alors oui, je pense que d'un point de vue statistique, tu as raison dans ce que tu avances. Après, moi, je reste assez persuadé à l'intérieur de moi que tout extrême est dangereux et tout extrême, que ce soit extrême droite ou extrême gauche, que ce soit un extrême religieux, que ce soit un extrême dans les rapports sociaux. Pour moi, tout extrême est source de désinformation, de mauvaises Mm. informations. Oui, oui, Parce que rien n'est extrême dans notre monde, rien n'est binaire, tout blanc ou tout noir, rien n'est manichéen. oui, oui. C'est pas vrai, ça n'existe Oui, pas.
on est souvent, la réalité est toujours très, très nuancée. Oui, 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 non, mais tu as raison. Le truc, c'est aussi des idées extrêmes aussi qui servent à un discours un peu politique, agressif, quoi. C'est ça le problème, quoi. C'est Hmm. d'arriver à y voir clair quand ça doit servir à un objectif, quoi. Ouais. C'est Ben oui, en fait, c'est ça aussi, c'est que qu'est-ce qui fait que les gens publient sur LinkedIn? En général, c'est pas que pour informer ou pour apporter du grain à moudre à la réflexion des gens. Souvent, ça sert à un objectif qui est plus ou moins clair ou plus ou moins. Mais parfois, c'est très clair, mais des fois, ça l'est pas. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi. Quand on débunk, d'ailleurs, on essaye de savoir qui émet le message, qui est cette personne, enfin, ça fait partie du préalable pour Hmm. quand on commence à débunker, quoi. Il y a l'information en elle-même, mais il y a aussi qui émet le message et, et pourquoi. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à l'émetteur, en tout cas pour les fake news, souvent on se rend compte que celui qui a publié, c'est souvent quand c'est faux, c'est souvent des habitués de la désinformation, quoi. On Hmm. s'en rend compte. Il y a quand même beaucoup de personnes qu'on débunk très régulièrement et c'est assez systématique. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une volonté de pilonner. Voilà, c'est un acharnement et c'est bon parce que les gens peuvent faire des erreurs, ça arrive. Mais ça arrive qu'on débunk des posts en fait, c'est la personne elle a écrit quelque chose qui n'était pas vrai ou pas totalement vrai ou quoi, mais c'était pas malveillant, enfin c'était pas volontaire. Ça arrive quoi. Hmm. Mais la plupart, enfin de ceux qu'on a à débunker, c'est quand même assez systématique quoi. Surtout dans la politique. Ouais, après, je pense qu'on voit aussi beaucoup par rapport aux réactions à vos debunks, l'intention qui était initiale. Enfin, moi, je sais que quand je regarde des publications et que je vois des commentaires de C'est vrai ça, bah, je vois directement hein, si c'est un post de C'est vrai ça qui dit ah bah tiens notre commentaire il a été supprimé alors on en profite pour faire un petit post en remettant le post initial etc. Bah, là tu vois qu'il y a une absence totale de volonté De de contradiction. Ouais. discourir et de débattre Ouais. sur ce qui a avancé et que Mm. la contradiction vient titiller l'ego de la personne. Oui, oui. Par contre, à plusieurs reprises, j'ai vu aussi des gens qui disent ah mais merci d'avoir complété Ouais. l'information. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aime énormément dans la démarche de C'est vrai ça, c'est que c'est pas non plus manichéen, c'est vrai ou c'est faux. Il y a Mm. beaucoup de commentaires que vous faites qui viennent dire Ouais. alors c'est globalement vrai, mais attention à telle nuance. C'est Ouais. globalement faux, mais il y a quand même ça qui est vrai, Ouais. etc. Ouais. Et Ouais. c'est hyper important parce que justement, ça Ouais. sort de ce côté manichéen, vrai, faux, très éducation Ouais. nationale, tu vois, tu as Ouais. raison ou tu as tort. Mm. Ouais. Et enfin, moi, je suis fan. J'espère qu'un jour, c'est vrai, ça va venir débunker de certains de mes posts en disant, ouais, mais attention, ça vient alimenter ma propre réflexion Ouais. Ouais. sur le Ouais. Ouais. sujet, tu vois. Et je trouve ça, enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça contribue à faire avancer la Ouais. contradiction. Ça Ouais. contribue à faire avancer le débat public. Ouais. Non, mais c'est vrai que on s'efforce de rester positif parce que des fois, on se dit, oh là là, c'est vraiment pas très rigoureux comme réflexion. Enfin, je sais pas, c'est un post qui est un peu vrai, mais beaucoup faux. Voilà, c'est assez agaçant et il faut arriver aussi à reconnaître que oui, tout n'est pas faux. Enfin, voilà, il faut se désémotionnaliser le truc pour essayer voilà, de rester objectif, quoi, au Mm. maximum. Mais oui, oui, c'est un effort qu'on fait pour essayer d'être le plus constructif possible, quoi. Et puis effectivement, le but, c'est
Parce que le truc, c'est que souvent, on a remarqué que ça nous arrive quand on fait des debunks un peu violents, entre guillemets, enfin, je veux dire, très un peu Abrupt. faux, ouais, c'est vraiment, ça déclenche aussi dans la communauté des gens qui nous suivent. Après, les gens parfois se lâchent, quoi. C'est ça, et on sent que ça vire. Il y a un peu un déchaînement. Voilà, ça devient un peu pas du cyberharcèlement, mais des fois c'est limite, quoi. Donc c'est vrai que c'est vachement important de rester la tête la plus froide possible, d'essayer d'être le plus. Mais on est humain et des fois on est hyper énervé, quoi. Mm, mm. Mais voilà, c'est pour ça que on fait des relectures et qu'on essaye avant que de publier, on s'assure que voilà, ça cadre, quoi. Et Que, d'ailleurs, ça fonctionne comment pour à l'intérieur du collectif, de l'association? Comment vous fonctionnez pour débunker un post? Alors, je sais que très souvent, il y a des copier-coller, entre guillemets, parce que ça fait la 15e fois que vous vous retrouvez face hum, à telle ouais, fake news qui est redite encore, et souvent vous le notez, ah, ben, on le répète pour la hum, 15e fois, machin et tout. hum, Mais donc ça, c'est des trucs c'est des debunks qui sont déjà bien rodés, j'ai hum, l'impression, dans votre collectif. ouais, Mais comment vous faites quand il y a une nouvelle info? Comment vous fonctionnez en interne? ouais. Bah, en fait, c'est très simple, hein, très concrètement. Alors déjà, on n'intervient que sur les postes où on est tagué. Donc, on ne choisit jamais, nous, une information, nous-mêmes, une information dont on se dit, ah tiens, c'est peut-être faux. Non, ça vient jamais de nous. Donc, on attend que des gens nous taguent sous des posts. Et en fait, on travaille sur une plateforme Discord. Alors, je ne sais pas si les auditeurs connaissent, mais c'est une sorte de plateforme de travail collaboratif, quoi. Euh, et on a pour chaque post sur lequel on est tagué, on crée un channel dans lequel on met le lien vers le post LinkedIn. Et donc comme ça, on a sur cette plateforme Discord, voilà, il y a tout, on a toute la liste des posts sur lesquels on est tagué. Et quelqu'un du collectif n'importe qui peut s'en emparer en disant voilà, il claim, c'est-à-dire il clique sur je prends, et il a 24 heures pour rédiger une vérification de fait, quoi. On appelle ça des debunks, mais en fait, debunk, c'est quand c'est faux, mais de Oui. manière générale, voilà, on cherche chacun enfin, la personne qui prend à 24 heures pour analyser ce qui est dit, trouver des sources et rédiger un texte de 1250 caractères, parce que c'est la limite pour un Des commentaire. commentaires On peut pas aller LinkedIn. plus que, voilà, c'est le maximum. Et une fois qu'il a terminé son texte, donc là, dans la période où il va rédiger son truc, d'autres personnes peuvent dire, ah oui, tiens, j'ai vu cet article. Lui, il peut aussi poser des questions. Enfin, euh, il peut mettre des liens. Il va dans ce channel, il va mettre des liens. Il va réfléchir. Il peut y avoir des discussions qui s'engagent sur sur les informations qui sont dites. Si on a quelqu'un a déjà débunké un truc de ce type. Voilà, il y a une discussion, quoi. Mais ça peut être aussi la personne seule qui fait ça. Voilà, des fois c'est collectif, des fois c'est. Et une fois qu'il a terminé, qu'il a proposé, qu'il est content satisfait de son texte, il dit qu'il a terminé. Et là, il va être relu par les débunkers un peu expérimentés ou ceux qui sont très actifs, quoi. Et donc là, il y a une relecture un peu critique, quoi. Et donc, quand c'est des débutants, il y a 3 relectures. Quand c'est des gens qui sont un peu expérimentés, c'est une. Voilà. Et on essaye, ça arrive très souvent qu'il y ait plusieurs relecteurs, voilà, mais il faut qu'il y en ait au moins une, quoi. Ok. Pour quand ce sont des gens qui sont expérimentés.
Et voilà. Et après, on- quand c'est validé, on le publie sous le. Et quand c'est supprimé, on reposte quand on considère que quand même. Enfin, nous d'ailleurs, on reposte presque systématiquement maintenant. Mm. C'est-à-dire, le fait d'être supprimé, c'est quand même un signe de volonté de continuer à diffuser Mm. sa merde quelque part et d'éliminer toute contradiction, c'est insupportable. Donc du Mm. coup, en général, on reposte. Et au sein du collectif, vous avez des personnalités qui sont plutôt expertes dans tel ou tel domaine. C'est-à-dire, toi, tu parlais de la nutrition comme étant ton domaine d'activité. Est-ce que de Mm. manière générale, quand il y a un poste où on vous tag et qui parle de nutrition, est-ce que c'est un peu acté et implicite que ah, bah, c'est Véronique qui va aller débunker ça ou Alors, bah, en fait, on essaie non de pas, on essaie de pas se spécialiser. D'accord. Mais c'est vrai que moi, les postes de nutrition, ça m'intéresse, sûr. Euh, je relis avec attention quand c'est pas moi qui l'ai fait, je le relis avec attention, quoi. Mais on essaye quand même de de pas forcément se spécialiser parce que le but, c'est quand même de montrer que c'est une démarche que chacun pourrait faire. Hmm. C'est-à-dire, ben, face à une information un peu bizarre, de se dire, tiens, mais qui est la personne qui a posté? Mais pourquoi elle dit ça? Mais d'où ça sort? De faire des recherches. Donc, il y a plein de posts qui sont, enfin, il y a plein de débats qu'on fait, on connaît pas le sujet. Et d'ailleurs, je pense que ce qui relie, le point commun qu'il y a entre tous les gens, tous les bénévoles de C'est vrai ça, c'est quand même la curiosité. Euh, je pense que tout le monde aime bien comprendre, apprendre, parce que ça, c'est vraiment ce qu'on tire de satisfaisant dans cette activité, c'est quand même d'apprendre des choses, quoi. Hmm. Et donc on essaie non, il y a pas de enfin comment dire, on part du fait que n'importe qui peut débunker n'importe quoi. Hmm. Sauf que bon, c'est vrai qu'après il y a des affinités d'intérêt. Et après, des fois, il y a des trucs un peu, oui, quand c'est un peu technique, c'est vrai que c'est plus facile quand on connaît un peu le domaine, quoi. Hmm. Mais Et- ça arrive souvent qu'on soit sur des sujets qu'on ne connaît pas du tout, quoi. Mais par contre, grâce à Internet, on peut trouver énormément d'infos, quoi. Et des sources, on peut trouver quand même très facilement des sources fiables. On peut dire il y a des rapports, il y a des études, il y a des choses qui permettent, qui sont que tout le monde peut trouver, quoi. hmm. Après, ça demande, voilà, le truc, ce qui fait que les gens ne le font pas, c'est que ça demande du temps, de l'énergie, voilà, c'est le boulot qu'on fait parce que ça nous plaît, hein, ça nous amuse, mais mais normalement, on pourrait tous le faire. Le moteur, c'est la curiosité, quoi, quand même. Ouais, mais je trouve ça hyper intéressant et je t'ai posé la question parce que justement, quand on est soi-même intéressé ou avec un certain niveau d'expertise dans un domaine, on peut être aussi très influencé par certains biais Oui, de c'est croyances et de vrai. représentations liées à ce sujet-là. On a une orientation par rapport à notre vécu dans ce Tout à sujet-là, mais fait. en même temps, on a aussi une expertise qui fait qu'on peut avoir déjà construit sa pensée de manière un petit peu complexe et Ouais. avancée et nuancée. Mais en même temps, oui, le fait de s'essayer à travailler son esprit critique sur un sujet qu'on ne maîtrise pas forcément, bah, ça vient mettre en place des mécanismes de critique de l'information, Mm. d'éducation à l'information, d'auto-éducation à Ouais, l'information même, ouais, qui sont vachement intéressants, je trouve, ouais, à... ouais. Et c'est sûr que je pense, que quand c'est un peu technique, on marche sur des œufs quand même, parce que bah, il y a un risque qu'on se plante, quoi, hein, quand même. Parce que on est
on n'est pas prétentieux, hein, parce qu'on nous appelle souvent le ministère de la vérité. Euh, c'est, on est quand même juste des citoyens bénévoles. On fait ça parce que ça nous plaît et on essaye et on fait notre travail la manière la plus rigoureuse possible. Mais c'est vrai que même parfois il y a des sujets. On sait qu'on prend le risque de se planter, mais on risque, comment dire, on reste très ouvert à la critique et ça arrive régulièrement que quelqu'un, enfin, c'est pas si souvent finalement, hein, mais quelqu'un nous dit, ah là, vous dites ça, et quelqu'un qui est spécialisé, qui connaît bien le sujet et qui vient nous dire, là, vous dites ça, mais ça, on peut pas le dire. Bon, voilà, et on reste ouvert à la critique et surtout si, quand elle vient de gens qui argumentent ou dont on sait que c'est des gens sérieux, quoi. Mais Et comment vous faites dans ce cas-là? Vous modifiez le commentaire qui a été fait, vous le supprimez pour en mettre un autre, ou vous rajoutez un commentaire pour venir dire que entre-temps, il y a eu des évolutions alors dans là, votre recherche d'infos? on est en train d'évoluer sur ça parce que au début, on corrigeait, on modifiait en fait, et là, on aimerait, euh, on aimerait bien faire partie enfin comment dire, euh, en fait, se mettre en conformité avec certains, euh, comment dire, des standards en fait de fact-checking. Et parmi les standards, c'est que si on modifie, ouais, il faut signaler la date à laquelle ça a été modifié et qui a été modifié. Donc ça, on est en train de le mettre en place. Hmm. Ça fait partie des trucs. Mais c'est vrai qu'à fin, le truc, c'est que c'est vrai ça, en fait, on est un peu pas, c'est pas victime de notre succès, mais en fait, ça s'est fait de manière totalement informelle. Et au fur et à mesure que ça grossit, on se rend compte que bah, c'est quand même, ça oblige quelque part, parce qu'on si on est suivi par 100 000 personnes, ça veut dire que bah, quand on écrit des choses, voilà, il faut être vraiment très sérieux. Donc, au fur et à mesure, on essaye de se cadrer, voilà, d'être transparent sur la méthode, sur oui, et puis voilà, être rigoureux dans notre manière. Voilà, là, voilà, on prend conscience que là, il faut faire les choses bien, quoi. Hmm. Parce que il y a eu plein de moments, enfin, je veux dire, ça a quand même commencé par deux personnes qui étaient trop énervées par les citations inspirantes, quoi. Et, euh, et puis, en fait, avec le Covid et tout ça, c'est devenu, il y a eu des enjeux beaucoup plus importants. Et le Covid ou la transition énergétique, tous les postes sur les éoliennes, c'est une catastrophe, les voitures électriques, c'est l'arnaque, voilà, tous ces trucs-là. C'est c'est des sujets assez techniques et en même temps importants. On peut plus, c'est plus on fait ça comme ça entre potes. Ouais. Voilà, on est obligé d'être rigoureux, de faire les choses bien, et ça prend l'énergie et on est tous bénévoles, donc on a tous des vies à côté, donc ça, on est en tension, quoi. Ouais, ouais, ça prend du temps et de l'énergie et j'en viens à penser que c'est une des principales sources bah, de la fainéantise un peu, on va dire, intellectuelle, de ne pas aller Mm, vérifier l'information, de ne pas faire appel à son esprit critique. C'est que, comme tu le disais tout à l'heure, ça prend du temps d'aller chercher de l'info et enfin d'aller vérifier la véracité de l'information surtout. mm, ouais, Et on est tellement bombardé d'informations partout, partout, hein, à la radio, la télé, sur mon téléphone avec les réseaux sociaux, dans ma boîte mail, sur mes SMS, de l'info, j'en ai tout le temps. Je pense que je peux pas ouais, passer une journée mm, sans avoir une source enfin une information sur le monde, la politique, les évolutions, etc. qui arrivent. Et quelque part, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller vérifier ça? Bah parce que ça va me prendre du temps, de ouais, l'énergie. Puis si ça se trouve, cette info, après-demain, on n'en parle plus du tout. oui, 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 Et ça n'aura plus, enfin, tu vois, elle sera périmée, ouais, cette information.
Et donc ça serait un peu le réflexe, on va dire, inconscient, intuitif, par rapport, pour justifier le fait de ne pas critiquer l'information. Mais quelque part, c'est ça aussi qui est un peu dangereux, parce que en te disant oui, mais je vais pas aller vérifier, bah, l'information, tu l'as quand même eue, tu peux pas la désapprendre, la Mm. désavoir, et Ouais, elle va venir ouais, alimenter et connecter avec oui, d'autres la infos. réflexion. Ouais. Mm. Ouais, ouais, non, non, mais c'est sûr qu'on est, là, on a souvent l'impression de vider l'océan à la petite cuillère, hein. Enfin, je veux dire, on n'arrive pas, enfin, des demandes de fake, de vérification, on en reçoit en permanence et, et on n'arrive pas à tout traiter alors qu'on est on est plus nombreux qu'avant. Parce que la dernière fois, on a fait une campagne de recrutement, enfin on a fait 2 campagnes de recrutement assez récemment. Donc on s'est vraiment, les équipes se sont agrandies, mais malgré ça, on a du mal à tout traiter, quoi. Et c'est vrai que voilà, on s'accroche à, ben voilà, on se dit, on a vérifié cette info, et c'est rien par rapport à la masse, mais bon, c'est quand même satisfaisant pour nous. Mais c'est sûr que c'est sans fin, hein, c'est sans fin. Mm. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on essaye on réfléchit de plus en plus aussi à intervenir, parce que là, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, le problème de la désinformation. Et c'est vrai que ce que montrent un peu les études, c'est que d'intervenir en amont, euh, enfin, comment dire, pour aider les gens à, à avoir l'esprit critique, en gros, c'est pas seulement de dire, voilà, cette information est fausse, on arrive en bout de chaîne, quoi. C'est-à-dire, une fois que l'information, elle a été lancée, et on arrive peut-être 3 jours après qu'elle a bien diffusé, qu'elle a bien influencé plein de gens, on arrive et on dit, hop, c'est faux. Donc c'est vraiment très tard, quoi. Mm. Et une des, enfin, je sais pas, il y a des recherches qui montrent qu'en fait, en apprenant aux gens à détecter une fake news, c'est-à-dire déjà d'avoir des petits red flags dans le cerveau qui s'allument quand on voit un type de titre, un certain traitement de l'information, c'est-à-dire apprendre les gens à avoir un peu, à être sensibles au ton des informations, et puis après à se poser les bonnes questions. Ça, c'est quand même, je veux dire, c'est là qu'on serait aussi utile. C'est vrai, ça serait utile à essayer d'intervenir un peu dans la formation et dans la sensibilisation aussi des gens, quoi. C'est-à-dire, et puis, c'est-à-dire être sensible, savoir détecter une information bizarre, et après, quels outils utiliser pour vérifier, quoi. Et c'est dans les cartons, c'est marrant parce que c'est exactement ce que j'ai noté sur mon petit carnet là à côté pour les Ah oui. questions qui me viennent à l'esprit. Je marquais formation, point d'interrogation. C'est dans les cartons de proposer une formation citoyenne sous forme de webinaire ou de MOOC pour apprendre à détecter une potentielle fake news. Alors, ça, c'est un truc, comment dire, aller sur la formation et l'information, c'est un truc qui nous trotte dans la tête depuis longtemps. Enfin, voilà. Et on commence à. Alors, déjà, on est en train de travailler sur un concept de jeu destiné aux lycéens, jeunes adultes, et un peu basé sur notre expérience de. Voilà, le but, c'est d'apprendre à détecter une information et de savoir quels outils utiliser pour la vérifier. Euh, Après, on intervient régulièrement dans des séminaires. Là, par exemple, on va aller aux rencontres de l'esprit critique, là, le REC à Toulouse. Il y a quelqu'un qui va intervenir là-bas. Des fois, il y a des gens qui nous demandent de faire un atelier. Voilà, ça reste assez ponctuel, mais ça fait partie des choses qu'on aimerait mettre en place, c'est-à-dire un truc un peu plus. Euh, Là, il y a ce jeu,
on est en train d'y réfléchir, de concevoir, enfin voilà, avec des partenaires extérieurs. Mais on aimerait aller plus loin, quoi. Alors, on a un vrai problème de temps. Enfin, c'est parce que en fait, le traitement les traitements des fake news, c'est ça l'énergie Hmm. qui nous prend le plus d'énergie et il y en a en permanence. Donc, d'arriver à réfléchir à deux trucs en parallèle, alors Ouais. qu'on est déjà en sous-effectif, quoi. Et que c'est du travail bénévole, rappelons-le. Et C'est-à-dire que que vous c'est du faites ça travail sur votre... bénévole, exactement. Même si on aimerait tous aller en faire plus, en faire avoir plus de temps à consacrer, tout ça, ça reste, on est coincé par le temps. Et Ouais. pourtant, des projets, enfin, je veux dire, je pense qu'on pourrait faire, on a des, ouais, on pourrait faire des trucs super, mais voilà, c'est comme ça. On est un peu coincé, quoi. Mais je pense que ça va venir, hein, ça se fait, les choses se font. Déjà, on s'est structuré en association pour pouvoir justement pour pouvoir recevoir des fonds s'il y a des gens qui veulent nous faire des... Parce que souvent, on nous demande est-ce qu'on peut vous aider, vous soutenir, et jusqu'à présent, on ne pouvait pas recevoir de dons, quoi. Et puis après, peut-être trouver des financements. Ça va nous permettre de trouver des financements pour mettre en place des projets, quoi. Hmm. Et éventuellement, peut-être payer quelqu'un à certains moments s'il commence à bosser dessus, de pouvoir ouais, avancer, quoi. Sinon, Ouais. c'est... Mais c'est vrai que c'est sportif, quoi. Ouais, tu m'étonnes. D'arriver à faire tout ça, à gérer ce truc qui est quand même important. Enfin, on a tous ça à cœur, quoi, de faire les choses bien et en même temps de gérer nos vies personnelles, professionnelles, quoi, à côté. Hmm. Est-ce que ça arrive dans votre Discord qu'il y ait personne qui ne se positionne sur un sujet? Genre que dans l'ensemble du collectif, tout le monde dise: Oh là, non, j'ai pas trop envie d'y aller là-dessus. À te dire des sujets un peu délicats? Peut-être, ou alors qui n'inspire personne? Oui, oui. En fait, nous, je sais plus quels sont les chiffres, mais je crois on traite peut-être 2 tiers des demandes. Et donc, je sais pas si ça a évolué les chiffres. On avait calculé ça un peu rapidement, mais c'est vrai qu'il y en a qu'on traite pas. Soit c'est un mélange de manque de disponibilité, c'est-à-dire et de des fois d'intérêt. Je pense un sujet soit qui est trop technique, soit où la portée est pas très importante. Du coup, on laisse. Enfin, mais oui, bien sûr, il y a régulièrement des sujets qui sont pas pris, qui Et sont comment vous pas. réagissez sur le poste où la personne vous a identifié? Vous venez le dire que vous n'allez pas réagir ou vous laissez couler? Non, non, parce qu'on a toujours l'espoir que quelqu'un finisse par prendre le sujet, enfin qu'un des bénévoles s'en occupe. Donc Hmm. en fait, le truc c'est que je sais pas si t'imagines, le Discord est allé, les trucs arrivent et la liste descend, 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 et puis et à un moment donné, on oublie qu'il y avait ce truc qui a pas été fait, quoi. Parce qu'il y en a d'autres, J'imagine très très bien. c'est c'est comme les dossiers qui s'accumulent et puis on oublie. Mais oui, et du fois, ben, on est tagué et on répond pas. Hmm. Ok, ok. Mais il y a des phases où tout d'un coup, il y a une espèce d'hyperactivité, je sais pas, où tout le monde est disponible, tous les bénévoles sont disponibles à certaines périodes et ça dépote, ça dépote, ça dépote et on n'arrête pas. Et puis des périodes sont plus calmes. Mais il y a quand même toujours une activité. C'est rare qu'il y ait personne sur le Discord. Hmm. Mais ça arrive, ça arrive. Et tout à l'heure, tu parlais du fait qu'il y ait un petit décalage entre le moment où la publication est postée sur LinkedIn et le moment où vous publiez la vérification, que ce soit un debunk ou une confirmation. Il se passe au minimum 24 heures, de ce que j'ai compris de votre fonctionnement interne. Ouais. Ouais. Euh, je sais que, par exemple, l'algorithme de LinkedIn, passé 24 heures, un post n'est quasiment plus lu, Mm. mis en Ouais. avant sur les, Ouais. sur les feeds des Mm. personnes, etc.
Moi, en même temps, je trouve ça hyper important de différer l'information, de différer la vérification de Ouais. l'information aussi. Euh, Ça vient s'opposer à cette espèce de Ouais. diktat de l'instantanéité qu'on nous a foutu là avec la surcharge Mmh. d'informations Mmh. et ces chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux qui ne s'arrêtent jamais, qui ne dorment Mmh. jamais. Mmh. Je me réfère très souvent à une interview d'Alexandre Astier. Je crois que c'était avec Kian Kojandi d'ailleurs, où il explique son rapport à l'information. Et je me suis rendu compte que je fonctionnais beaucoup comme ça. J'essaye de rejeter dans mon fonctionnement l'information que j'appelle moi à brûle pour point. L'information Mmh. qui arrive comme ça, là, et Mmh. ah, absolument, il s'est passé un truc, mais dans les 10 minutes, il faut que la France entière soit au courant, qu'on traite le truc et tout ça, machin, Mmh. Ouais. qui souvent est source de conneries, parce qu'on n'a pas été chercher le fond du problème, tout le contexte et toute la complexité qui va avec. J'ai pas de télé chez moi, hein, ça fait partie de Un ma choix. stratégie pour éviter ça. Et justement, si l'info vit 3 4 jours et que 3 4 jours après on en parle encore, c'est que c'est une info qui mérite d'être Mmh. traitée. C'est pas du sensationnalisme, tu Oui. vois. Oui. Oui, je vois. Et moi, je trouve que ça a du sens de fait que la vérification de c'est vrai ça vienne a posteriori. Mmh. Et c'est bien que ça soit discuté maintenant, là, de Oui. montrer que c'est pas par fainéantise, c'est pas forcément par surcharge, c'est qu'il y a un réel travail de recherche derrière Mmh. qui n'existe pas en fait quand on fait du sensationnalisme. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que on avait ce truc de se dire bon, une fois qu'on est tagué, faut pas trop attendre parce que sinon, bah, en fait, on va faire un boulot qui ne sera pas lu. Donc ça a été un peu un souci pendant un temps de se dire attention, si on attend trop, bah, ça vaudra peut-être pas la peine de le faire. Et en fait, c'est juste de se dire: «Bon, bah, c'est dommage, on va mettre de l'énergie et puis finalement, il y aura peut-être 2 personnes qui vont lire, quoi». C'est un peu dommage. Mais on a petit à petit, laissé ce truc-là, enfin cette préoccupation, même si on sait très bien que quand on réagit quand on publie un debunk assez rapidement, globalement, c'est vrai qu'il est plus lu, quoi. On voit, il est plus, liké, enfin donc on voit bien que ça joue. Mais par contre, maintenant, le fait qu'on ait un site internet dans lequel il y a tous nos debunks, ça, c'est un truc qui nous rassure et des fois, on traite des sujets ça arrive qu'on les traite même une semaine ou 10 jours ou peut-être des fois 15 jours après en disant: C'est pas grave» parce on aura quand même une trace Hmm. et c'était un sujet intéressant, qui me demandait effectivement du boulot et il y aura une trace sur notre site, quoi et ça a vachement enlevé de la pression, Ouais. en se disant: bon, OK, on va peut-être pas être sur le feed, mais des gens, mais c'est pas grave, on aura quand même voilà, il y aura une trace, il y aura le lien vers le post à l'origine, il y aura le texte parce que sur notre site, il y a le texte du post, la photo, le lien si on veut aller sur LinkedIn et puis notre debunk. Donc c'est cool, quoi. Et aussi, ce qu'on se dit, c'est que comme on a une newsletter, on peut aussi, s'il y a un sujet qui a été publié 10 jours après et qui était vraiment intéressant, qui nous a permis de creuser un peu, voilà, d'aller un peu plus loin, on pourra toujours le mettre en avant dans notre newsletter. Et ça, c'est cool, c'est vrai. Ça, enfin, là, moi, plus ça va, plus je me dis, ah oui, mais c'est vrai. Arrêtons de se dire, oh, on n'a pas réussi à le faire en 24 heures, c'est dommage et tout ça. Non, maintenant, bah oui, comme tu dis, des fois, il faut laisser le temps au temps. Les choses ne se font Hmm. pas comme ça. Et c'est peut-être pas plus mal, quoi. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, dans mon rapport à C'est vrai ça et au feed d'actualité de LinkedIn, j'ai réussi à faire pas mal de tri et à enlever des contenus qui m'étaient un peu imposés par l'algorithme ou par les réactions de telle ou telle personne dans mon réseau, etc.
Euh, j'ai rarement aujourd'hui de posts qui seraient tendancieux et qui mériteraient une vérification à la C'est vrai ça. Mais par contre, comme je vous suis et que je réagis très souvent sur Oui, ça te les revient, publications et les commentaires, ça en rentre fait, par la fenêtre. je découvre ces posts Ah par les oui, commentaires de Serissa. Donc en fait, oui, la dimension temporelle, bah moi je m'en fous parce que je vais même pas regarder quand est-ce qu'il a oui, été publié ce post. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ah, c'est vrai ça a commenté oui, tel post. Ah super. Voyons voir le post déjà et voyons voir comment oui, l'équipe a réussi oui, à débunker ça ou à le vérifier, quelles sont les sources. oui, oui. Du coup, Donc au final, vous avez créé votre communauté, quoi. ouais, c'est ça. Mais du coup, tu subis moins, c'est moins que ça t'arrive comme ça. Non, tu Ouais, le vois, tu rentres par une grille de lecture un peu différente, un peu moins désespérante, on va dire. Mais ouais, c'est même ouais, plus jouissif. C'est parce ouais. que je Oui, suis là, je oui. dis, oh, chouette, un, un nouveau commentaire de C'est vrai ça. Tu vois, ça me fait plaisir, tu vois, ça me fait vraiment plaisir à lire. Et c'est chouette parce que des fois, il y a des créateurs et créatrices de contenu que je suis. Et je vois, ah ben tiens, c'est vrai ça, a commenté le post de, oh ben tiens donc, voyons voir entre cette personne que je suis où ça m'intéresse et c'est vrai ça qui vient vérifier l'information. Ouais, De manière générale, quand même, dans ces cas-là, c'est souvent de la confirmation ou de la nuance qui est ouais. apportée, mais rarement du ah, c'est de la grosse connerie. Ça me Donc, rassure, ça te rassure, allez, ça me rassure c'est sur bien. mon filtre de sélection dans le feed. Je fais une toute petite précision pour nos auditeurs et auditrices. Dans tous les liens qu'il y aura autour de l'épisode de Terra Incognita, on mettra le lien vers le site de C'est vrai ça et on mettra aussi le lien vers la page d'inscription pour la newsletter, pour celles et ceux que ça a intéressé, et évidemment le lien vers la page LinkedIn de C'est vrai ça. Voilà, histoire que si je puisse contribuer à ma modeste échelle Ouais, à la notoriété et à la reconnaissance du travail que vous faites, je fais. ouais, Je fais super, merci. avec grand plaisir. Bon, eh bien, Véronique, on arrive petit à petit vers la fin la limite du temps réglementaire pour, pour Ah oui, il y a un mon temps épisode. réglementaire, c'est sérieux. Ouais, je me suis dit que j'allais limiter au maximum à 90 minutes d'enregistrement pour éviter que ça D'accord. fasse des épisodes Ouais. trop longs et trop indigestes pour Mm. les personnes qui écoutent. Déjà, 90 minutes, c'est pas C'est mal bien. du tout. Alors, en tout cas, moi, ce qui était très important à dire pour moi, bah déjà, c'est un grand merci à toi d'être venu au micro de Terra Incognita pour parler de ce projet. Et je sais à quel point euh, l'anonymat est en quelque sorte nécessaire à votre activité. J'ai vu pas mal de personnes qui se sont mises dans la vérification et dans le debunk et qui ont levé l'anonymat, être victimes d'attaques et voire de harcèlement ad personam. Je pense notamment à Sylvain, hein, qui peut être Mm. la cible de beaucoup de foudre sur Internet, il incarne un petit peu la dimension publique de C'est vrai ça. Donc merci beaucoup à toi d'être venu aujourd'hui. Et merci, que j'espère que tu transmettras à l'ensemble du collectif. Merci pour ce que vous faites, parce que non seulement je trouve ça indispensable aujourd'hui, mais en plus de ça, et ce que je trouve formidable, c'est que vous le faites de manière bénévole, de manière désintéressée. En Mm. tout cas, l'intérêt, il est dans vos valeurs et dans l'espoir d'une société, d'une communication plus juste, plus équilibrée, moins extrême, moins porteuse de fausses croyances et de Mm. fausses informations. Voilà, moi, je trouve ça absolument génial que je suis pas allé chercher particulièrement sur LinkedIn
c'est vrai ça. Ça m'est venu quand j'ai découvert un petit peu la plateforme, quelques semaines après m'être inscrit dans une démarche un peu plus active et quotidienne sur la plateforme. J'ai découvert C'est vrai ça, j'ai tout de suite accroché euh, à- au projet, à ce que vous faites, à votre manière de le faire. Et merci en mon nom et merci au nom de toutes les personnes euh, qui aiment la rigueur et la véracité et la justesse. Merci pour ce que vous faites parce que je pense que c'est réellement un travail d'intérêt public et pour nous et Ouais. pour les générations à venir, vraiment. Ok. Bah, écoute, je vais transmettre à tout le monde. Donc, de toute façon, je pense qu'ils vont écouter le podcast. Et bah, c'est moi qui te remercie de nous avoir fait cette proposition. Et voilà, j'espère que ça va intéresser tes auditeurs. En tout cas, s'il y a des candidats, ou s'il y a des personnes qui sont intéressées par le débunkage, qui aiment bien LinkedIn, ben, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter hein, pour proposer leur candidature. On fait passer un petit test pour voilà, évaluer un peu les capacités rédactionnelles et puis Mm. la cohérence, la capacité à trouver des sources, quoi. Mais en tout cas, c'est une super aventure pour ceux que ça intéresse. C'est très sympa l'ambiance chez C'est vrai ça. Eh ben écoute, le message est passé. Je ne doute pas que quelques personnes parmi mes auditeurs et auditrices Ouais, soient intéressées pour rejoindre l'aventure de C'est vrai ça. J'invite toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui si vous ne les connaissez pas, à aller faire un petit tour sur la page LinkedIn et sur le site de C'est vrai ça, à liker, partager, commenter ce podcast et toutes les publications qui vont être autour. Euh, voilà, moi je crois vraiment que l'éducation à l'esprit critique et à la vérification de l'information, c'est un enjeu éducatif, social et politique très important ouais, je pense aussi. aujourd'hui et pour les années à venir. Mm. Et encore une fois, merci à toute l'équipe de C'est vrai ça et à toi, Véronique, comprise dedans, pour ce travail, cet investissement. Voilà. Sans vous, LinkedIn ne serait pas pareil. J'en suis persuadé. Ouais, ça c'est sympa. Bah, écoute, un grand merci à toi, Florian. Avec plaisir, bonne fin de journée à tout le monde et Ouais, à très bientôt sur Terra ouais. Incognita. Terrain Incognita, c'est fini pour aujourd'hui.